Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer et configurer un serveur de DNS sur Windows 2016 Server. Alors le serveur de DNS, comme son nom l'indique, Domain Name Server, permet d'indiquer à un navigateur web ou un explorer de fichiers l'adresse IP d'un site ou d'une machine. Alors c'est quand même plus facile de retenir google.fr plutôt que son adresse IP qui est 216.58.208.227. Pour un réseau d'entreprise ou un réseau personnel, savoir que votre machine a comme adresse IP 192.168.1.5 et qu'elle s'appelle Loisel 1, c'est quand même plus facile. Mais lorsqu'on est en IP dynamique, par DHCP, on peut aussi retrouver plus facilement une machine par son nom. C'est pourquoi le serveur de DNS sera plus important pour le web, mais j'ai pas dit pour autant qu'en entreprise on pouvait s'en passer. Alors le serveur de DNS, comme il est généralement installé, est un des services les plus simples à configurer. Cette vidéo va rester sur une installation assez simple. On ne créera pas de redirection MX, on créera une petite zone d'accès direct, une petite zone reverse, mais sans entrer vraiment très loin dans le détail. Alors l'idée est de faire une installation simple, de base, puis surtout de voir les redirecteurs, parce que c'est généralement là qu'on s'arrête. Alors comme tout serveur, avant de passer à l'installation du serveur de DNS, le serveur va être configuré en IP fixe. C'est d'autant plus important que les différents postes clients qui auront besoin d'une résolution DNS en feront la demande directement à votre serveur. Alors c'est évident, mais le client lui-même ne pourra pas contacter le serveur par son nom. Bien sûr, comme c'est le serveur lui-même qui donne la correspondance entre le nom et l'adresse, il risque pas de pouvoir être contacté par son nom. On ouvre donc le centre de réseau et de partage, on clique sur modifier les paramètres de la carte. On choisit la carte correspondante. Alors ici, rien de compliqué, il n'y en a qu'une. Mais sur beaucoup de serveurs, on va en trouver plusieurs. Après un clic droit sur propriétés, on choisira Internet Protocol version 4. Puis on va placer une adresse IP fixe. Alors on verra que c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même le cas bien souvent. Dès lors que les DNS ont été rentrés dans les paramètres de la carte, ils pourront être récupérés par la configuration du service de DNS quand il sera installé. Alors bien souvent aussi, mais on n'ira pas le vérifier dans cette vidéo, les adresses de serveurs de DNS qu'on vient de rentrer dans la carte pourront être remplacées par l'adresse 127.0.0.1, donc l'adresse de bouclage interne. Alors pourquoi aller consulter un autre serveur quand c'est le rôle du serveur lui-même? Donc il ne faut pas avoir d'inquiétude si un jour vous ouvrez les paramètres de votre carte et vous retrouvez à la place des DNS d'origine, vous retrouviez 127.0.0.1. Alors après avoir récupéré le réseau, on pourra passer à l'installation. Alors le service de DNS s'installe comme tous les rôles et les fonctionnalités. On passe par le gestionnaire de serveur. Alors si le gestionnaire de serveur a été fermé, vous pourrez le retrouver dans les outils d'administration. Alors après son ouverture, il faudra attendre quelques secondes qu'il mette à jour les rôles et les fonctionnalités installées. Alors plus il y aura de rôles d'installer, plus il faudra attendre. Donc dès qu'il sera initialisé, on pourra alors cliquer sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Alors comme d'habitude, l'assistant d'ajout de rôle va afficher une page d'accueil avec les quelques conseils habituels avant de poursuivre. Alors le rôle de DNS n'a pas d'exigence particulière. On clique sur suivant. Dans la page, on laisse le bouton radio sur installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Donc là-dedans, dans cette page, généralement, on ne change pas grand-chose.
et il suffit donc de cliquer sur suivant. À la page suivante, il est demandé de sélectionner le serveur de destination pour l'installation. Dans le cas des serveurs simples, il est assez rare de devoir modifier quelque chose dans cette page. Donc là aussi, il suffit de cliquer sur suivant. La troisième page présente les différents services que l'on pourra installer. Alors quand un service est déjà installé, il est grisé. Donc comme on voit ici, mon serveur il est tout beau, tout neuf, tout juste mis à jour, comme c'était indiqué dans les conditions préalables. Mais pour les tests, s'il n'est pas mis à jour, ça sera pas bien grave. Dans la liste, je vais chercher le serveur de DNS. Lorsque je vais cocher le service de DNS, une pop-up va s'ouvrir, me proposant les fonctionnalités associées au serveur. Alors le serveur de DNS reste très simple, il n'y a rien de plus à rajouter. Mais pour les plus gros serveurs, il n'est pas rare de voir quelques fonctionnalités supplémentaires devoir s'afficher. On clique sur Ajouter, même si j'ai rien à rajouter, et on passe à la page suivante. Alors comme beaucoup de serveurs Microsoft, on clique sur Suivant. Comme il n'y a rien de plus à installer, on continue. Suivant. Après avoir lu les explications sur le serveur de DNS, ce que tout le monde fait bien sûr, on clique sur Suivant et on termine avec le résumé d'installation. Alors rien de particulier, il ne sera pas nécessaire de redémarrer le serveur. Dans la fenêtre de confirmation, on clique simplement sur Installer. Et il ne reste plus à attendre que l'installation se termine. Alors pour les plus pressés, vous pouvez cliquer sur Fermer. Vous pouvez alors aller vaquer à vos occupations, tellement plus importantes que d'installer un serveur de DNS, pendant que le gestionnaire, lui, termine l'installation du rôle. Et si vous voulez revenir à l'installation, il suffira d'aller voir dans les notifications du gestionnaire de serveur. Et une fois installé, on pourra alors le configurer. Lorsque le serveur sera installé, un élément du menu va être ajouté dans les outils du gestionnaire de serveur. On sélectionne DNS et on laisse la fenêtre s'ouvrir. Alors je sais que certains ne sont pas très favorables à l'emploi du gestionnaire de serveur. C'est vrai qu'il est un peu lourd, c'est vrai qu'il consomme un petit peu de ressources. Alors une icône a été aussi créée dans les outils d'administration. Mais ça revient quand même à la même chose, c'est la même fenêtre qui s'ouvre. Alors la console de gestion du serveur de DNS, c'est la console de base. On trouve alors le service et le serveur qui lui est associé. Alors comme dans la plupart des outils d'administration, il suffira juste de développer la partie serveur pour voir apparaître les différentes rubriques qui lui sont associées. On va alors retrouver les rubriques associées au serveur de DNS. Alors comme je l'expliquais au début de cette vidéo, l'idée n'est pas d'aller trop loin dans la configuration, c'est pas le but ici. Alors on retrouve les différentes zones de recherche, la zone de recherche directe, les zones de recherche inversées, puis les points d'approbation, et enfin la recherche conditionnelle. C'est assez facile de comprendre le rôle de chaque rubrique, mais pour l'instant je vais m'arrêter au redirecteur. C'est quand même le point qui est le plus souvent configuré. Et je reviendrai sur les autres rubriques en fin de présentation du service et dans une configuration un petit peu plus avancée du serveur. Alors on ouvre le gestionnaire de redirection et si c'est pas fait, on se rend dans l'onglet redirecteur. Alors j'en ai parlé un petit peu au début, suivant les cas, suivant la configuration du système, les redirecteurs seront parfois récupérés depuis la configuration de la carte réseau. Et justement, je disais aussi que ça arrive qu'ils restent vides. Et là, je n'ai pas de chance, je vais devoir les rentrer à la main. Mais bon, ça n'a rien de compliqué. Alors comme indiqué, les redirecteurs sont d'autres serveurs de DNS
auquel votre serveur va s'adresser pour résoudre les adresses qui n'auront pas été trouvées. Alors pour le réseau interne, le serveur de DNS lui-même suffira, mais pour les autres adresses, il ne pourra pas les deviner. Donc il devra donc s'adresser à d'autres serveurs en amont. Alors dans une entreprise, on ne devrait pas avoir 2 serveurs DHCP. Par contre, il serait intéressant d'avoir plusieurs serveurs de DNS, ne serait-ce que pour les adresses internes de votre réseau. Alors parmi les redirecteurs, il ne faudra pas hésiter à en remettre plusieurs. Alors pour ajouter un redirecteur, il suffit de cliquer sur Modifier et on va pouvoir modifier la liste. De là, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Il suffira d'y indiquer les adresses IP des serveurs. Et après avoir validé une adresse, votre serveur de DNS le contacte et on peut voir très vite apparaître son nom et si le serveur est validé. Alors on pourra alors mettre les serveurs des FAI et d'autres serveurs comme les serveurs publics. Alors on met en général ceux du FAI, un ou deux publics, et si les besoins sont élevés, on peut aussi ajouter des DNS publics assez proches. Alors une simple recherche sur internet va vous permettre de très vite localiser des serveurs de DNS proches de chez vous. Puis on termine en validant et appliquant les nouveaux redirecteurs. Alors sans entrer dans le détail, en faisant le tour des propriétés, on voit qu'on pourra trouver les interfaces utilisées par le serveur, mais aussi les paramètres avancés, les fonctions de protection du serveur et de tri de ses DNS. La configuration des zones de recherche directe et inversée rentreront un peu plus dans la configuration avancée du serveur. Alors j'ai déjà dit précédemment, ce sont des points qui ne sont pas souvent traités. Sauf si vous commencez à avoir un parc informatique un peu conséquent, ou que vous proposiez des services particuliers, ou encore que certains PC ou utilisateurs auront besoin de contacter d'autres postes de travail dans une entreprise. Je reviens donc sur la zone de recherche directe. On peut s'imaginer très facilement un grand parc informatique. Comme chaque pôle de travail a une adresse IP et qu'il a un nom qui lui est associé, c'est pareil pour les serveurs web. Donc du même coup, on va pas avoir de mal à s'imaginer le nombre de correspondances qu'un serveur pourra stocker. Alors la zone de recherche directe va permettre de séparer et de regrouper par bloc ces zones. Alors dans une zone de recherche directe, on pourra utiliser le menu Action ou le clic droit comme indiqué dans la fenêtre principale pour créer une nouvelle zone. Comme généralement, dans ces cas, l'assistant propose une fenêtre d'accueil. Après avoir lu le petit résumé, on pourra alors cliquer sur Suivant. Alors pour créer une nouvelle zone de stockage, on pourra utiliser, comme il est proposé dans la fenêtre, différentes solutions, car il faut bien commencer avec quelque chose. On clique ensuite sur Suivant, et on nomme la zone dans la fenêtre suivante. On notera que contrairement au nom habituellement donné, le nom ne devra pas contenir de caractères spéciaux et pas d'espace entre autres. Mais on va comprendre pourquoi dès qu'on aura cliqué. Donc à la fenêtre suivante, un fichier d'extension DNS va être créé. Et le nom du fichier proposé est celui du nom de la zone que vous venez de créer. Ce qui explique pourquoi vous ne pouvez pas mettre de caractères spéciaux dans votre nom. Et on clique sur Suivant. Pour terminer, avant le résumé, vous devrez alors répondre à la question si la zone doit être mise à jour ou non. Alors je ne fais pas un dessin sur ce qui se passe si je refuse les mises à jour, ou au contraire si je l'autorise. Après, ça reste un choix de l'administrateur et de la configuration de votre réseau.
Après un petit résumé, comme Microsoft le propose souvent, on pourra valider pour créer la zone. De retour dans la zone principale, on pourra voir la création et l'accès à la zone créée. Et on peut passer à la création de la zone de recherche inversée. Pour pouvoir créer une zone de recherche inversée, on a toujours deux possibilités, soit faire un clic droit, soit passer par le menu action. Donc on crée une nouvelle zone. Comme précédemment, après la fenêtre de présentation qu'on va pouvoir passer rapidement, il est proposé, comme pour la zone de recherche directe, de créer la nouvelle zone depuis une zone existante, avec les mêmes origines que celles qui ont été proposées pour la zone de recherche directe. Alors après avoir sélectionné la source, on pourra choisir entre une zone inversée sur l'IPv4 ou sur l'IPv6. Alors IPv4 ou IPv6, tout dépendra de la configuration du réseau utilisé. Dans la zone internet, on ne devrait plus utiliser que de l'IPv6, et ça maintenant depuis quelques années. Et c'est pas toujours le cas. Alors pour l'IPv4, je pense qu'on va encore en utiliser pendant un bon moment dans les entreprises. Alors justement, peut-être qu'il faudra faire les deux dans ce cas-là. Une zone de recherche inversée pour l'IPv6 et une zone de recherche inversée pour l'IPv4. On choisit et on passe à la suite. Alors pour le reverse DNS, par convention, on utilise un nom de fichier inversé au réseau. Alors il ne va pas être demandé un nom pour la zone, mais il va être demandé un identifiant réseau. Et cet identifiant réseau, on va le retrouver dans le nom du fichier à l'étape suivante. Après avoir validé le nom de la zone, on pourra passer à l'étape suivante, la mise à jour de la zone. Alors je reviens pas là-dessus, deux cas, où on désire la mise à jour dynamique, ou on ne l'autorise pas en la figeant. Plus on rentre dans une configuration avancée d'un serveur, plus c'est difficile de faire le choix. Et on clique sur suivant. Un petit résumé comme habituellement, et on valide la création de la zone. Et on la retrouve dans la fenêtre de zone principale. Alors en cliquant sur la zone de DNS inversée, on va pouvoir constater qu'elle est composée de deux éléments. Le serveur de nom SOA et le serveur de nom NS. Alors les serveurs SOA sont des serveurs qui ont autorité dans toute la zone en cours. Le serveur NS, lui, est un serveur qui a autorité uniquement dans le domaine. Alors on pourrait aussi parler des serveurs MX. Alors le serveur MX, c'est un serveur d'échange de mails. Donc si un jour vous créez un serveur de messagerie, vous savez où mettre les serveurs qui seront contactés pour pouvoir envoyer vos messages vers l'internet. Alors je rentre pas trop loin dans le détail, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors pour modifier les serveurs SOA ou NS, il suffit juste de double-cliquer sur l'élément de la zone pour ouvrir ses propriétés. Alors sur la configuration du serveur, je ne suis pas rentré trop loin dans le détail. Dans la très grande majorité, ça suffira largement. De toute façon, avant que vous vous retrouviez à configurer les serveurs MX, il y a de grandes chances que vous l'aurez déjà installé et configuré pas mal d'autres serveurs. Entre autres, la partie SOA, ce jour-là, le MX, ça sera qu'un détail. D'une manière ou d'une autre, on ne passe pas à la première installation directement à la configuration des serveurs MX.
Alors vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de la vidéo. Alors suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires. À bientôt.